Bonjour à tous. Bonjour. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va attendre une minute ou deux que tous les participants se joignent à nous. Bonjour Myriam. Bonjour Bruno. Eh ben, on peut peut-être y aller, Pierre. Je ne sais pas ce que tu en penses. Allez, c'est Ça, parti. ça arrive encore. Ça clique. Hop. Alors moi, je vais peut-être enlever mes notifications. Hop. Eh bien, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire basé sur, en tout cas, qui va traiter du sujet dans le titre un peu provocateur de la fin des entretiens annuels. Le but aujourd'hui, c'est d'évoquer ce process-là et de voir comment on peut capitaliser au mieux sur ce processus qui est quand même éminemment important. Je suis accompagné aujourd'hui de l'incontournable Pierre Monclos pour discuter de ce sujet-là. Ravi d'être avec toi aujourd'hui, Pierre. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci Mathieu pour l'invitation. Bonjour à toutes et tous. Moi, je m'appelle Pierre Monclos et moi, je suis là aujourd'hui parce que j'ai fait pendant 10 ans, j'ai été entrepreneur RH et DRH en même temps dans la même boîte. J'ai beaucoup bossé sur les sujets dont on va parler aujourd'hui. Et depuis 2 ans, je multiplie des contenus et des interventions pour décrypter, c'est un peu la promesse aussi de ce webinaire, de manière très concrète et pragmatique, les enjeux complexes des RH, notamment au regard des transformations et notamment au regard des transformations qui sont liées à l'intelligence artificielle, qui touchent presque de plein fouet notre sujet du jour. On ne va pas parler que d'IA, je vous rassure, mais il y a quelques sujets incontournables. Et donc, pour nourrir ce que je vais vous dire, moi, je fais beaucoup d'interviews d'entre vous. Donc, s'il y en a qui sont intéressés ensuite pour me partager les pratiques, c'est comme ça que je m'assure, vu que je suis plus DRH aujourd'hui, d'avoir un regard le plus réaliste possible plutôt que d'être dans une nouvelle tour d'ivoire quand on devient conférencier. Donc, je compte sur vous, sur vos feedbacks là-dessus. Et puis, à ton tour, Mathieu, de te présenter. Eh ben, merci Pierre, c'était très clair. Donc moi je suis Mathieu Martin, je suis cofondateur de 365 Talents. Moi je m'occupe plus particulièrement du développement commercial. Donc j'ai la chance d'échanger avec vous sur vos enjeux. Nous chez 365 Talents, on propose une plateforme de gestion des compétences, en fait, plateforme qui va aider grâce à l'IA notamment les grandes entreprises à cartographier, à identifier les talents dans leur entreprise, à cartographier les compétences pour les aider à capitaliser au mieux sur les forces en présence, pour les aider à personnaliser le parcours de leurs collaborateurs et pour les aider aussi à adresser les transformations que Pierre évoquait en ayant la vision la plus exhaustive qu'il soit sur les compétences qu'on a, sur les compétences qu'il faut développer de manière obligatoire pour l'entreprise et s'assurer donc que les compétences qu'on a dans la maison correspondent à ces enjeux clés. Voilà, donc on parle beaucoup aujourd'hui de skills-based organization. Nous, on est le bras armé de cette SBO, vraiment l'approche, on va dire, plateformisée pour augmenter finalement les RH et leur permettre d'adresser ces sujets de manière sereine. Voilà, et donc effectivement, le sujet du jour nous tient particulièrement à cœur parce que la donnée qui est souvent enfermée dans les entretiens annuels est une donnée sur laquelle nous, on capitalise beaucoup pour servir les enjeux que je viens d'évoquer.
Alors, on va vous présenter le plan sur la slide suivante. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, pourquoi est-ce que ce sujet qui date pas d'aujourd'hui, mais il prend une nouvelle tournure dans l'actualité, c'est que avec le contexte où l'intelligence artificielle est arrivée dans les entreprises, il y a deux impacts. À la fois, les compétences et les métiers, ils évoluent de manière plus rapide et moins prévisible qu'avant. Donc, il va falloir gérer cet enjeu-là. Et en plus, l'IA peut aider dans la gestion des talents, dans l'identification des compétences et dans le matching. Donc, c'est à la fois quelque chose qui vient complexifier une mission RH et qui vient apporter de l'aide. Donc, on va essayer de vous décrypter ensemble comment on garde un bon équilibre entre l'aide et la complexité qu'amène l'IA. Pour faire ça, on a préparé ce webinaire en deux parties. D'abord, on va faire un zoom sur tout ce qu'on sous-estime peut-être dans les entretiens annuels, dans la manière de les faire et de les formaliser pour être sûr d'avoir de la donnée actionnable pour ensuite voir comment on la met en action, c'est-à-dire comment prendre des décisions RH concrètes autour du recrutement, de la formation, de la mobilité et toutes les autres décisions dont on va parler, évidemment au service de la stratégie de l'entreprise pour peu qu'elle soit déjà claire et définie sur l'horizon que vous souhaitez, 6 mois, 12 mois ou 3 ans. Je ne crois pas qu'on soit beaucoup dans des stratégies très précises à horizon 3 ans avec les transfos du moment, mais bon, il y a encore des entreprises qui sont là-dessus. Alors, on va commencer par la première partie sur les entretiens annuels. On dit souvent que c'est un trésor caché pour la gestion des compétences. Et je pense qu'on sous-estime toutes les informations importantes qu'il peut y avoir dedans, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs encore courantes qui sont faites aujourd'hui quand on fait les entretiens annuels, alors que, vous avez deux chiffres qui s'affichent à l'écran, on a 95% des managers, alors qui jugent, hein, le mot, c'est leur perception à l'entretien annuel inefficace, et 20% des collaborateurs qui sont satisfaits de leurs entretiens annuels. Moi, ces chiffres, ils me font penser à ces entreprises qui se vantaient il y a longtemps, je ne crois pas qu'il y en a encore aujourd'hui qui le fassent, d'avoir supprimé les entretiens annuels, tellement ça prenait de temps, c'était pas efficace, et ça générait du stress aussi bien pour les collaborateurs que les managers, parce que c'était le moment où on apprenait des évolutions de carrière qu'on avait ou qu'on n'avait pas, parfois des évolutions de rémunération, et c'était devenu un sujet de tension tel qu'on en avait oublié pourquoi on faisait ça. Moi, j'ai jamais partagé la vision de ces boîtes qui supprimaient l'entretien annuel. Je comprends leurs problématiques, mais en fait, c'est effectivement un exercice compliqué, stressant. Il y a beaucoup d'attentes, mais vu l'importance que ça a pour l'évolution de carrière, pour l'épanouissement professionnel et pour la performance de l'entreprise, pour moi, quand on a ces problèmes, en fait, ce qu'il faut adresser, c'est comment je fais en sorte que ça se passe mieux et que ça serve pas juste les intérêts de l'entreprise. Parce que si ça sert juste les intérêts de l'entreprise, évidemment qu'il y a un désengagement d'une partie des managers et des collaborateurs qui se disent en fait je fais pas ça pour moi et donc c'est pas les meilleures conditions d'engagement, on le sait en RH. Pourquoi est-ce qu'on en est là Alors je vais lister plein d'erreurs courantes sans jugement et pour avoir géré des campagnes d'entretien annuelles, je sais à quel point c'est pas facile de tout border en lien avec les managers. Pourtant, en plus, moi, j'ai même pas été dans une très grande entreprise. Mais on a des entretiens qui sont déjà pas toujours bien préparés. C'est-à-dire que pour qu'un entretien annuel soit bien préparé, il faut que déjà il y ait une bonne relation de feedback entre le collaborateur et le manager tout au long de l'année, pour pas qu'on découvre tout ce qui s'est passé depuis un an dans les entretiens. Ça, on l'a beaucoup dit avec la culture du feedback. Mais aussi d'être sûr que on a la liste des sujets importants qui devront être abordés, que le manager et le salarié les connaissent, qu'ils les connaissent avant l'entretien, qu'on ait assez de temps pour aborder tous ces sujets importants, sinon on ne peut pas être exhaustif, et de s'assurer que c'est à ça en fait que l'entretien annuel va servir. On aborde tous les points importants sur la performance, les résultats, les objectifs, la culture, le comportement, ce qui a plu, ce qui a moins plu, et quelles sont ensuite les perspectives d'évolution. Sur cette partie-là, déjà, si on arrive à faire ça relativement bien, je pense qu'on peut commencer à beaucoup changer les chiffres qui étaient dans la slide précédente sur la perception d'efficacité des entretiens. Juste ce sujet devrait être la priorité parmi la longue liste. Dans les autres erreurs courantes, toi, Mathieu, tu parles souvent du fait qu'on crée des silos d'informations et qu'il faudrait désiloter ça. Oui, tout à fait. Ben, on a souvent cette donnée liée aux entretiens qui est placardisée, on va dire, très silotée dans un outil et sur lesquels on n'arrive pas forcément
faire le lien avec tous les aspects liés au développement du collaborateur. Et donc, c'est là la principale frustration que les collaborateurs peuvent ressentir, et les managers aussi, hein, c'est le manque de lien qu'il peut y avoir justement avec les actions qu'on devrait mettre en place suite à ces entretiens. Donc, on en parlera tout à l'heure, hein. Il faut forcément veiller à ce que ça soit une chaîne de valeur qui soit unifiée, où le collaborateur va émettre des souhaits, le manager va réagir à cela, et derrière, quel lien on peut faire avec les opportunités de développement de collaborateurs, que ce soit la mobilité interne, que ce soit la formation. Et donc, en ça, je trouve que l'intelligence artificielle, hein, permet quand même d'automatiser un certain nombre de choses et de réussir à faire en sorte que la donnée qu'on trouve dans ces outils-là, et qui est souvent enfermée dans ces outils, soit interopérable avec l'ensemble des autres process RH, quoi. Donc, c'est en ça que, effectivement, ces silos doivent sauter, entre guillemets. Et puis, il y a une opportunité avec l'IA quand même qui est assez simple à saisir. L'entretien annuel, c'est un exercice oral par définition. Depuis, allez, on va dire une dizaine d'années, les entretiens annuels, ça s'est transformé en je dis quelque chose et je prends des notes. Donc, on passe autant de temps sur l'ordinateur à regarder la personne avec qui on a cet entretien. Aujourd'hui, on peut facilement, et avec des outils pas chers et sécurisés, transcrire ce qui se dit pendant cet entretien et avoir des comptes rendus de chaque entretien. Alors, ça, c'est l'opportunité. Pour autant, toutes les entreprises ne l'ont pas fait parce qu'il y a quand même quelques enjeux derrière. Déjà, il faut être transparent. Si on souhaite transcrire et avoir un compte rendu auquel aura accès le manager et le collaborateur, déjà, il va falloir communiquer. Et puis, communiquer pour rassurer, parce que tout le monde ne sait pas ce que l'IA fait dans les RH. Sans jugement, c'est très facile pour un salarié de se dire, mais attends, moi, s'il y a l'IA qui enregistre tout ce qui se dit pendant mon entretien annuel, comment je suis certain que ça ne va pas se retourner contre moi ou qu'il ne va pas y avoir une décision prise par l'IA sur mon évolution de carrière? Ça, c'est des craintes qui sont légitimes et qu'il faut adresser en expliquant très clairement ce que l'IA, elle fait et ce qu'elle ne fait pas, et rappeler le fait que les managers et les RH, ils restent analystes de tout ça et ils restent décideurs. C'est même, on peut rappeler que le droit du travail, de toute manière, interdit toute décision 100% automatisée qui impacte la carrière d'un collaborateur. Donc même si on voulait le faire, on n'a pas le droit en France, il n'y a même pas eu besoin de l'AI Act en Europe pour qu'on soit protégé par ça. Si les salariés ne sont pas rassurés, sinon, c'est quoi l'impact qui a peut-être commencé dans certaines entreprises qui ont mis de l'IA pour transcrire les entretiens? C'est qu'il y a de la rétention d'informations. C'est que quelques sujets sensibles, on se dit, ça, je ne sais pas trop comment ça peut être interprété, donc je n'en parle pas en entretien annuel. Et donc, on repart dans la direction de l'inefficacité des entretiens où, au final, on ne parle pas des sujets importants. Et dernier point, pour l'instant, le réflexe, c'est plutôt de se dire, je vais transcrire, comme ça, j'aurai le transcript et des comptes rendus dans mes outils RH. Mais il ne faut pas oublier que les collaborateurs aussi, c'est une super plus-value pour eux de leur dire, toi aussi, tu auras accès au transcript de ce qui s'est dit et tu auras un compte rendu pour que tu puisses faire ton retour en disant, oui, je suis d'accord avec la synthèse qui a été faite par l'IA, ou là, j'aimerais qu'on nuance ce point ou autre, pour et leur donner un droit de regard et que ça soit une ressource pour eux, qu'ils aient cette information pour pouvoir la réutiliser plus tard. Maintenant que j'ai dit ça, quand même petite réserve importante, si les managers ne sont pas bien formés à l'entretien annuel et qu'ils abordent pas des points qui sont prévus dans les entretiens annuels ou qui sont un peu border sur des sujets qui pourraient prêter à de la discrimination, en fait, vous donnez de la matière brute, c'est-à-dire le transcript de l'entretien à un salarié qui pourra un jour s'en servir contre vous. Donc ça, il y a quelques entreprises qui disent, nous, d'abord, on reforme nos managers pour rappeler des règles essentielles parce que on n'est pas sûr qu'on avait 100% des comportements qui étaient alignés avec notre culture et avec la loi. Et ensuite, on passe au transcript. Et en plus, le transcript nous permettra justement de voir s'il y a des managers qui ont encore des propos, des choses qu'on ne sait pas qui se passent pendant l'entretien annuel. Donc, c'est à la fois un endroit où je peux repérer des signaux et une bonne raison de refaire de la prévention sur les sujets qui sont importants. Donc ça, c'est le volet, là, c'était le volet très opérationnel de l'opportunité de l'IA. Si on passe côté RH, et c'est le chiffre que vous avez affiché sur la slide, vous êtes déjà convaincu, hein, vous estimez à 80% que ça améliore la qualité de vos décisions avec des analyses plus précises et en réduisant les biais humains. C'est marrant parce que on entend aussi plein de chiffres sur des craintes qu'il y ait plus de biais avec l'IA, parce que l'IA ne comprend pas ce qu'on lui dit et ne comprend pas ce qu'elle nous répond et peut amplifier des biais et faire d'énormes erreurs. Mais en fait, si on utilise des outils d'IA qui sont entraînés sur des données fiables et paramétrées de manière fiable,
justement, l'IA peut nous aider à sortir de nos propres biais. Donc, c'est l'inverse de la crainte qu'ont certains, je pense. C'est comme ça que tu le perçois toi aussi, Mathieu, surtout en tant que concepteur de solutions qui intègrent l'IA. Ouais, exactement. Nous, on parle beaucoup, en tout cas dans le monde de la tech, pour rassurer tous nos clients, on parle beaucoup d'IA explicable. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut vraiment que ça soit considéré comme un levier d'accélération, de la mise en relation entre des côtés des choses émises par un collaborateur et après des suggestions qu'on leur fait. Par contre, ce qu'on attend, c'est de la visibilité, de la transparence sur pourquoi on me propose telle ou telle opportunité. Donc, toujours expliquer pourquoi on te propose ce contenu de formation, pourquoi on te propose ce métier, pourquoi on te projette sur telle ou telle opportunité. Et ben, donc ça veut dire qu'il faut être capable de contextualiser les suggestions que l'on fait. On te propose ça parce que tu as émis le souhait de développer cette compétence ou parce que tu es très intéressé par ce type de métier. Et ben forcément, l'écart de compétences qui correspond à la voie pour aller vers ce type de métier implique que tu te développes sur tel ou tel contenu de formation. Donc ça, c'est hyper important. Si c'est une boîte noire, forcément, ben, ça provoque de l'anxiété. Donc on a besoin d'expliquer les choses. Et donc ça, c'est hyper important parce que sinon, on a effectivement des managers ou des RH qui n'ont pas envie de jouer le jeu parce qu'on considère qu'on ne fait que refléter des biais humains. Alors, si on continue sur les opportunités de l'IA, qu'on passe à la slide suivante, l'intérêt de l'IA va être de formaliser, structurer et rendre actionnables ces données pour ce qu'on va voir dans la deuxième partie, motiver des décisions RH. Alors, on pourrait faire ce travail avec moi ce que j'appelle les IA génératives grand public, donc ChatGPT, Mistral, Gemini. Et d'ailleurs, si vous êtes dans une toute petite organisation, c'est ce que vous pouvez faire. Les inconvénients de le faire avec des grands outils, c'est que déjà, il faut passer beaucoup de temps à prompter pour avoir une discussion, une analyse et des contenus générés qui sont pertinents par rapport à ce qu'on veut faire. Et ensuite, selon votre niveau de licence, il va falloir faire attention à anonymiser des données stratégiques ou personnelles parce qu'elles ne seront pas forcément protégées. Mais en dessous de quelques dizaines de personnes, ça peut quand même déjà faire gagner pas mal de temps au RH. À partir de, on va dire, une centaine de personnes, là, aujourd'hui, les entreprises elles vont perdre du temps sur une IA générative classique. C'est plus pour des petites tâches opérationnelles, là où il y a plein de solutions comme 365 Talents qui va pouvoir intégrer cette donnée, même brute. Il n'y a pas besoin de la formaliser, de déjà mettre dans des cases. Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça marche et c'est quoi déjà la différence entre l'IA qu'il y a chez 365 Talents et l'IA qu'on connaît via ChatGPT ou autres qui sont les IA génératives? Mm. Alors effectivement, on a commencé déjà à en parler. Forcément, le but, c'est de relier la donnée de ces entretiens à des choses concrètes. Donc cette donnée-là, il faut ben, la faire parler, tout simplement. Nous, on a forcément développé des algorithmes de traitement automatique de langage qui permet d'analyser du texte et d'en extraire des compétences et de comprendre finalement le contexte dans lequel ces compétences ont été déclarées, et derrière ben, capitaliser dessus et le relier avec des opportunités. Donc comme tu l'as dit Pierre, hein, que la donnée soit structurée ou déstructurée, finalement la magie opère et on permet de faire un maximum de choses. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur, hein. Forcément l'humain là-dessus va avoir un regard critique, mais ça permet, bah, quand on est face à des gestionnaires de carrière qui gèrent plusieurs centaines de collaborateurs, d'industrialiser un certain nombre de choses. Et donc ça, ce premier jet finalement est hyper important. Si forcément la donnée est structurée, bah, c'est encore plus simple de relier bah, finalement des opportunités, en tout cas des souhaits, des motivations, d'appétence des collaborateurs à des opportunités. C'est encore plus simple de le faire, mais on n'a pas besoin d'avoir fait ce travail en amont qui peut être quand même assez chronophage. Ouais. Pour revenir sur la différence entre de l'IA générative et de l'IA à la sauce, on va dire 365 talents, les deux ne sont pas incompatibles. Nous aussi, on n'a pas mis de côté les IA génératifs. Forcément, on en a intégré dans la plateforme et on illustrera tout à l'heure les cas d'usage précis. Par contre, ce qui est super important quand même pour faire en sorte que tout ça soit rendu possible, c'est que l'entreprise
et travailler en amont avec nous ou avec une autre solution ou avec un cabinet de conseil sur la mise en place et la structuration d'un référentiel de compétences et d'un référentiel métier. Donc, en gros, il faut faire en sorte de parler le langage de l'entreprise et de construire ce langage commun qui permet aux outils d'interopérer et qui permet de relier des compétences entre elles qui sont bien souvent pas exprimées de la même manière. Et donc, c'est là que c'est super important et que là que l'IA générative ne peut pas faire grand-chose, c'est sur la structuration de cette base de données, compétences et métiers, et qui est quand même le corps sur lequel on se base pour faire en sorte que tout ça fonctionne. Et ça, effectivement, c'est une IA maison, c'est une méthodologie maison qui est complètement automatisée et qui permet de rendre tout cela possible. Voilà. Et après, là-dessus, on va réussir à brancher des IA génératives pour faire un certain nombre de choses. Oui, parce que l'IA générative, elle est déjà utilisée en amont de ça, c'était les premiers cas d'usage simples, hein. Je crée une fiche métier, je crée mon référentiel de compétences. Là, c'est un peu plus complexe, mais l'IA est quand même assez forte pour faire ça et aller prendre plein de données existantes. Et dans une version un peu évoluée, on en reparlera à la fin du webinaire, aller suggérer des compétences émergentes ou en déclin, détecter des signaux faibles, aider à combler les gaps entre un manque de compétences à un endroit et la compétence qui existe dans l'entreprise. Donc, on va avoir pas mal d'autres sujets. Ça, on va en parler juste après. L'un des autres points importants pour terminer cette première partie, c'est, tu l'as dit en introduction, Mathieu, c'est que d'avoir la capacité à exploiter cette donnée pour prendre des décisions RH, c'est un super chemin pour faciliter ce qu'on appelle les skills-based organisations, donc les organisations qui sont basées sur une approche par les compétences. Je crois qu'on a quelques chiffres sur la slide suivante qui sont d'une étude Deloitte. Alors, vous avez un pourcentage qui est à plus de 100%, mais ce n'est pas les répondants, c'est en fait les entreprises considèrent que dans l'affectation des talents, quand on a une approche par les compétences, on est 107% plus efficace, donc un peu plus de 2 fois plus efficace. Toujours quasiment à 100%, on a 2 fois plus de chances supplémentaires de retenir les meilleurs talents, parce qu'on, sous-entendu, hein, je vais le dire, c'est une évidence bonne à rappeler, parce qu'en fait, on sait ce dont ils ont besoin, et donc on est plus en capacité de leur proposer ce pourquoi on peut les fidéliser, et on sait le coût que ça a quand on perd des talents. Aujourd'hui, la guerre des talents, elle continue à notre ère, et vu la complexité des transformations, quand on a un nouveau talent, il va falloir reformer, réonboarder sur tout un tas de sujets, donc le coût de perdre des talents, il s'est élevé, et le coût du recrutement en parallèle s'est élevé. Si vous avez des injonctions financières sur le ROI de la fidélisation, vous pouvez sortir ces arguments-là. Et puis, ça donne au RH plus de capacité à anticiper et s'adapter aux changements. Et alors, 57%, c'est déjà pas mal. Là, on peut pas doubler cette visibilité d'un coup, mais c'est ça le problème le plus gros de tout ce dont on est en train de parler, moi, de mon point de vue, c'est qu'on a une IA, notamment, mais même s'il y a d'autres transfos, qui complexifie et qui fait évoluer les compétences en donnant moins de prévisibilité. Donc, ça évolue plus vite et c'est plus dur à prédire. Donc, si on a des approches qui permettent de un peu mieux gérer ce problème, en fait, on ne peut pas s'en faire l'économie, notamment dans les entreprises de plus de 100 salariés, où il faut gérer ça à l'échelle. Le gérer à la main dans une toute petite boîte, je pense qu'on peut faire des erreurs, mais ça se maîtrise. Dans une grande entreprise, à moins que vous ayez des équipes RH qui représentent 10% de la masse salariale, mais ça n'existe pas en France. On est plutôt autour de 3-4% pour les entreprises chanceuses. Donc, il faut trouver et des outils et des approches, et c'est ça que promet en tout cas l'approche basée sur les compétences. Il y a un livre blanc, alors que moi j'ai lu début de semaine, que vous avez publié il n'y a pas longtemps, Mathieu, qui est dédié à expliquer tout ça, comment fonctionnent les skills-based organizations. Oui. Bah, le résumé de tout ça, c'est que l'entreprise gagne en agilité. Ce n'est pas juste un terme marketing, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, la durée de vie des compétences est de plus en plus courte. Comment on fait pour répondre à ça? Eh bien, en sortant de la gestion uniquement sous le prisme des postes, sous le prisme des métiers auxquels sont rattachées des compétences. Là, il faut vraiment avoir cette donnée compétence pour être capable d'affecter les meilleures ressources au meilleur moment, etc., etc. Mais c'est effectivement gagner en agilité et être le plus réactif possible et le plus serein possible dans la manière dont on adresse ces transformations. Voilà. Donc, on a effectivement rédigé un certain nombre de choses pour expliquer quelles sont les différentes étapes à observer pour devenir une organisation basée sur les compétences. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, comment ça sert
les processus RH et les décisions RH. Et on va commencer par la formation et le développement des équipes. Oui. Alors, le point effectivement essentiel, c'est de faire en sorte de relier ces données à des actions de formation, parce que bien souvent, ce qui résulte d'un entretien, c'est que il y a des souhaits de développement des collaborateurs, et puis aussi il y a des gaps à combler, tout simplement pour répondre aux enjeux stratégiques de l'entreprise. Ce qui est attendu par les collaborateurs, que ce soit sur la formation, la mobilité interne, c'est de la personnalisation. Donc, ce que permet de faire la Skills-Based Organization et l'IA, c'est de personnaliser les parcours de formation et donc de relier des souhaits et des besoins de collaborateurs à des objets de formation. Donc, le but, c'est aussi, d'un point de vue technologique, d'être capable d'être connecté à ces outils que sont des catalogues de formation, que sont des LMS, que sont des LXP, pour suggérer en temps réel des contenus de formation aux collaborateurs. Le but, ce n'est pas de se substituer à des plans de formation déjà définis entre des personnes en charge de ces formations et des collaborateurs, mais de bien d'avoir une approche hyper agile et donc de veiller aussi au ROI des formations. On passe d'une méthode où on envoyait des collaborateurs par cohorte dans des formations. Là, aujourd'hui, l'idée, c'est d'arriver à personnaliser un maximum de choses et, et donc, ça a un effet certain sur le ROI de tout ça. Et encore une fois, pour répondre aux enjeux stratégiques de l'entreprise et les aider à prioriser les actions de formation. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Euh, Toi, Pierre, tu as d'autres choses à ajouter par rapport au caractère vertueux d'être capable de cette approche par les compétences sur le sujet de la formation et des objets de formation? Un point complémentaire, parce que tu as été assez exhaustif, c'est que je pense que tu t'en rends même plus compte quand tu le dis, mais tu as parlé de besoin de développement. Le réflexe, quand on est dans l'opérationnel de l'entretien de recrutement, c'est de dire, est-ce que tu as un souhait de formation? Et le salarié dit, ah bah oui, je veux me former sur la prise de parole en public. Et ça, c'est l'une des pires manières de motiver une décision de formation. Donc, il y a le travail qu'on fait en amont de dire, non, non, on parle des besoins de développement. Et ensuite, les RH vont travailler sur quelle est la meilleure manière d'y répondre. Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est du coaching, du tutorat, etc. Mais si on a cette approche-là et qu'on a un bon travail qui est prémâché par l'IA, c'est d'autant plus facile de faire le lien avec toute l'offre interne au global et donc de répondre à des besoins de développement et de ne pas tomber dans les pièges de personnes qui se retrouvent en formation en disant en fait c'est pas pour moi, moi j'avais pas besoin de parler en public, j'avais besoin de plus de leadership dans mon rôle managérial et ça permet de ne pas faire ces erreurs. C'est très facile, hein, je suis tombé dedans, je le dis en toute humilité quelques fois, et je me suis dit, c'est parce qu'on a manqué et de finesse au moment de l'entretien annuel, mais ensuite au moment du travail sur ces infos. Mais moi, même à 50 salariés, j'avais déjà beaucoup trop d'informations, donc j'allais relativement vite pour catégoriser dans Excel les zones où les personnes avaient parlé de formation, ce qui ne m'a pas permis d'avoir cette réflexion du besoin de développement et ce que permet cette démarche où on est dans l'approche, donc je vais le reformuler à ma manière, par les compétences. Il faut qu'il y ait telle personne qui développe telle compétence par rapport à son souhait d'évolution et ou aux besoins de l'entreprise. Comment on fait en sorte qu'elle développe cette compétence? Et la réponse formation, et pourtant je dis ça, j'ai travaillé 10 ans dans un organisme de formation, la réponse, c'est pas systématiquement la formation traditionnelle. Je pense que dans la moitié des cas, c'est pas une formation classique. C'est une autre approche qui va permettre de développer ces compétences. Ouais, tout à fait. Et effectivement, tu as raison de préciser ça. Ce qui est assez naturel pour nous, parce qu'on fait ça au quotidien avec nos clients, ne l'est pas forcément pour toutes les personnes qui nous écoutent. Il y a effectivement tout ce que l'IA permet de faire en termes de suggestion. On parle beaucoup de projection sur son propre poste et de voir où sont les écarts de compétences. Mais il y a aussi, l'IA permet aussi de projeter les collaborateurs sur des postes et de leur permettre de voir aussi quels sont les écarts de compétences. Et donc, l'IA permet de leur donner de la visibilité là-dessus et d'envisager aussi des parcours transverses, que ce soit pour les RH ou les managers. Ça permet de suggérer des choses que l'humain seul ne pourrait pas imaginer. Et parce que aussi, on passe d'une approche, encore une fois, traditionnelle où on avait les compétences rattachées à un poste. Là, on a une vision à 360 des compétences du collaborateur. Donc, on arrive à capter des choses qui étaient difficilement captables jusqu'alors. Et donc, forcément, ça réenchante un petit peu la manière dont on imagine ces parcours, et notamment des parcours de formation. Ouais, moi je dis qu'en fait, on montre le champ des possibles, où avant on ne le voyait pas
de manière aussi large. Et ensuite, les RH, les managers et les collaborateurs eux-mêmes peuvent se dire « Ah, ben, s'il y a ça dans le champ des possibles, je n'y avais pas pensé ou ça ne me semblait pas du tout évident, je suis intéressé par y aller. » Et en plus, on voit qu'est-ce qui manque comme compétences pour aller vers ce chemin. Là où avant, c'était beaucoup plus linéaire, faute de pouvoir gérer de la donnée complexe. Exactement. Et ça fait la transition parfaite avec le deuxième volet qui traite de la mobilité interne et du recrutement. La mobilité interne est réenchantée parce qu'on peut avoir forcément une vision qui est beaucoup plus transverse avec, comme tu le dis très bien, un champ des possibles qui apparaît. Quand on est en phase de transformation, on a des métiers en décroissance versus d'autres métiers qui sont en plein essor, et on se doit aussi de montrer aux collaborateurs quelles sont les compétences attendues et comment finalement on les rassure sur le fait que leur métier en déclin, c'est pas, leur métier en déclin peut être une opportunité aussi pour se projeter vers des métiers avec des ponts finalement qui sont complètement envisageables parce qu'il y a déjà des compétences que le collaborateur détient et qui sont complètement transférables à ces nouveaux métiers. Donc nous, on travaille avec tous nos clients aujourd'hui avec un besoin, avec deux besoins sur la mobilité interne, hein. Le premier, c'est de booster la mobilité interne pour faire en sorte d'aller recruter en externe, mais aussi un besoin qui est éminemment stratégique, de faire en sorte de réallouer des compétences sur des métiers qui sont aujourd'hui de plus en plus en demande. Et donc ça, l'approche par les compétences permet quand même vraiment de changer radicalement la façon qu'on avait de faire et de sortir des schémas statiques, de sortir des schémas figés et d'avoir encore une fois une approche beaucoup plus pratique et agile de la mobilité interne et du mouvement dans l'entreprise, parce qu'on parle de mobilité, ça peut très bien être aussi, je suis en mode mission et je souhaite staffer mes collaborateurs de manière temporaire sur des missions. Ça aussi, c'est un cas d'usage de plus en plus courant chez nos clients et qui évite aussi, encore une fois, de faire appel à des ressources externes. Voilà. Et on a précisé mobilité interne et recrutement. Je pense que la vertu aussi, c'est de savoir, l'approche par les compétences permet de savoir ce dont on a réellement besoin et quelles sont les compétences réellement mobilisées sur un poste. Avant, on construisait des fiches de poste de manière très top-down. Il y avait souvent un écart entre le travail prescrit et la réalité du terrain. Là, en mobilisant les collaborateurs et en ayant une vision à 360 et vraiment une vision bottom-up des compétences attendues, ça permet de mieux recruter et de mettre l'accent vraiment sur les compétences importantes pour recruter des candidats en externe. Et exemple précis, avec les impacts de l'IA, quand on fait ce travail, ça peut être très tentant dans le travail prescrit de se dire, bon, telle et telle compétences sont automatisables à 100%, donc on n'en a plus besoin sur le poste. En théorie, ça pourrait adorer. Sauf qu'en pratique, dans la plupart des métiers, pour l'instant, moi, là où je fais mes interviews et je regarde comment ça se passe, non, toutes les compétences, même automatisables, restent importantes. Alors déjà, ça va de soi pour garder un esprit critique, pour pouvoir contrôler ce que fait l'IA si on a automatisé avec de l'IA la tâche qui nécessitait telle compétence, mais aussi parce que dans les faits, on en reparlera aussi dans la partie suivante, il ne faut pas oublier que dans le travail réel, les personnes, elles vont avoir envie de continuer à faire des tâches simples qui sont automatisables parce qu'elles ont la valeur d'être des fois des tâches de respiration. On ne peut pas faire du travail complexe toute la journée. C'est aussi un moyen d'avoir des victoires faciles, ce qui fait qu'on est épanoui au travail. C'est quand on fait un travail qu'on sait faire et qu'on atteint l'objectif qu'on nous a fixé. Donc, si on met plus que des tâches complexes parce qu'on automatise toutes ces tâches moi j'aime pas appeler comme ça, à faible valeur ajoutée, il n'y aura pas d'adhésion, pas de sens. Donc, il faut, pour avoir cette vision du travail aussi réel, c'est une bonne manière d'impliquer les collaborateurs parce que souvent, c'est eux qui vont dire, mais en fait, moi, cette tâche, on me l'a enlevée, mais elle participait des moments, soit où je me reposais, soit où je réfléchissais au projet suivant, soit c'est ce qui me faisait du bien dans ma journée, parce que maintenant mon travail s'est un peu complexifié. Et donc, j'ai encore besoin de la compétence, à la fois pour l'exercer et à la fois pour contrôler le résultat fourni par l'IA quand je choisis, si j'ai cette autonomie en tant que salarié, d'automatiser ça avec l'IA. Et ça, si on fait un travail théorique, c'est impossible de percevoir ces transformations aussi rapides. En tout cas, moi, je trouve ça tellement contre-intuitif qu'il faut trouver les bonnes manières d'avoir du recul et d'avoir des retours terrain. Sinon, on fait des mauvais choix. Moi, avant cette prise de conscience, persuadé, j'étais déjà plus DRH, mais que j'aurais peut-être automatisé un peu trop vite et donc fait un écart, comme tu décris, entre le travail prescrit et le travail réel et donc les compétences dont on a besoin pour le travail réel. Merci Pierre.
Super clair. On a beaucoup parlé finalement des avantages que peut procurer l'IA sur le collaborateur, sa projection, la visibilité sur les opportunités dans l'entreprise. On a aussi commencé à aborder le sujet sous l'angle des RH et du manager. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de savoir comment on capitalise sur toute cette donnée compétence d'un point de vue stratégique. Et ça, c'est vous, hein, RH, qui êtes aux commandes de tout ça. Il y a un point essentiel, c'est la GEPP, et les Anglais appellent ça le Strategic Workforce Planning. Hein. C'est comment on s'assure, très simplement, c'est très simplement dans la manière de le dire, mais que les compétences que j'ai dans mon organisation correspondent à ces fameux enjeux stratégiques. Et donc là, on va passer à l'ère de la GEPP, on va dire dynamique. Euh, la GEPP dynamique parce que, encore une fois, impossible d'appréhender ce process-là, cet exercice-là sous l'angle, on va dire, statique, un peu traditionnel, où on mettait en place des référentiels de compétences et ils étaient désuets avant même d'avoir été déployés. Bon, ça, on est tous au courant de ça. Donc, la data et l'IA permet d'avoir une approche mouvante et d'avoir une approche hyper adaptée à la réalité du terrain et à la réalité de la rapidité avec laquelle les compétences se développent. Euh, le but, hein, c'est quand même pour faire une GUPP, il faut déjà, avant de savoir ce dont j'ai besoin, il faut savoir de ce dont on dispose. Et donc, tout ce qu'on vient de se dire permet de faire ça, d'avoir une vision à 360 des compétences, pas uniquement basée sur les postes, encore une fois, je reviens là-dessus, parce qu'on doit capitaliser sur tous les talents des collaborateurs. Et donc, cette vision holistique, elle est indispensable. Ce que permet l'IA aussi, c'est de vous aider en analysant le marché à comprendre l'évolution des compétences et à comprendre les compétences stratégiques de demain, à 1 an, à 2 ans. On ne fait plus des plans, sur 5 ou 10 ans maintenant, on est sur un futur assez proche. Et donc, l'IA, via de l'IA générative, permet d'analyser un secteur métier, une verticale en particulier, et de vous dire quelles sont les compétences les plus attendues sur un certain poste. Et donc, forcément, de vous faire émerger des écarts entre les compétences dont vous disposez et les compétences que vous avez et qui sont attendues demain. Votre entreprise est un réel laboratoire. Hein. Aujourd'hui, on n'en avait pas conscience parce qu'on avait cette approche par métier. Détecter des signaux faibles, c'est possible aussi en analysant les compétences que vous avez en interne. Forcément, la vision marché, elle est indispensable et elle est importante pour vous. C'est important de vous comparer. Mais déjà, si on arrive à avoir des interactions régulières tout au long de l'année avec les collaborateurs, ça vous permet d'avoir une vision qui soit la plus proche, encore une fois, qui soit. Voilà. Toi, Pierre, sur cette notion de GEPP dynamique et de Strategic Workforce Planning, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Euh, alors, moi, j'ai 2 points qui me semblent importants. Souvent, quand on parle de GEPP, effectivement, on se dit, oula, c'est un temps long qui sera plus long que la vitesse réelle d'évolution des compétences et des métiers. Donc, comment je fais pour la rendre plus dynamique? Et il y a des boîtes qui, en parallèle de la GEPP, font du Strategic Workforce Planning. Pour autant, il y a quand même une obligation légale de consulter les représentants du personnel. Et donc, c'était notamment chez France Télévisions, en fait, pour articuler ça, ils se sont dit, on va plutôt partir du Strategic Workforce Planning et dès lors qu'il y a des sujets qui devraient entrer légalement dans les négociations GEPP, on informe les représentants du personnel en disant OK, ça on met de côté, ce sera dans la négo de l'accord. Par contre, il ne faut pas que ça nous empêche d'avancer sur tout le reste où parfois on est sur des enjeux de timing à horizon 3 ou 6 mois. Quand il y a un nouvel outil qui sort et qui chamboule la moitié du métier ou du modèle économique de l'entreprise, on ne peut pas attendre les temps plus longs de négo d'accord GEPP. Donc on peut quand même articuler ce que prévoit l'obligation de négociation et des démarches plus rapides si on a des données à jour alors en temps réel, on va dire quasiment en temps réel. Et le deuxième point, quand on fait ces démarches, là aussi, pour ne pas être trop théorique, c'est qu'il y a quelques boîtes qui font quelque chose que je vais résumer on va dire, en 30 secondes, je vois l'heure qui file, qui est une approche bottom-up qui ne nécessite pas de savoir comment l'IA va impacter les compétences. En fait, juste en demandant aux collaborateurs, si on prend l'exemple de métier commercial, en demandant à tous les commerciaux de l'entreprise qu'est-ce qu'ils ne savent, veulent et peuvent pas faire aujourd'hui. Donc, on prend ces 3 catégories. Je ne veux pas faire telle tâche car elle est répétitive ou n'a pas de sens. Et bien, à chaque fois, ça tombe bien parce que c'est globalement le sens de l'histoire. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est souvent ce qui est répétitif, donc c'est automatisable.
Ce qu'on ne peut pas faire, c'est parce qu'on manque de temps, d'outils ou de data, et l'IA va pouvoir augmenter en partie le travail et permettre de le faire. Et ce qu'on ne sait pas faire, c'est parce qu'on manquait de temps pour l'apprendre ou qu'on manquait de temps pour avoir des outils qui nous aident à gérer des sujets complexes et ensuite faire soi-même le travail. Donc, on a aussi des approches où on peut engager les collaborateurs sans même qu'ils connaissent l'impact de l'IA pour leur demander l'évolution souhaitée de leur poste. Et souvent, ça se calque très bien avec ce que va amener l'IA. C'est rare que ça marche dans ce sens-là. C'est pour ça que je trouve que c'est une bonne idée. Donc, ça permet aussi d'avoir des approches qui sont très bottom-up quand on le souhaite. Sinon, pour susciter de l'adhésion avec des transformations, notamment liées à l'IA, quand les personnes elles ont peur pour leur emploi et ou qu'elles ne voient pas les gains de productivité qu'on leur a promis depuis 1 ou 2 ans en disant mais j'ai encore plus de boulot qu'avant alors que j'ai automatisé des choses avec l'IA, on a des freins à la transfo énormes. Alors qu'en faisant cette approche bottom-up, on peut et travailler sur les compétences et avoir de l'engagement des collaborateurs. Mais bon, il faut avoir aussi savoir leur donner de la visibilité sur la suite, et c'est ce que tu as décrit qu'on pouvait faire avec ces démarches. Voilà les 2 points pour compléter rapidement. Ok, ça va nous permettre de conclure. Juste pour illustrer ce que tu dis, nous, on déploie l'application dans le cadre de la signature d'un accord GEPP. Donc, ça veut dire aussi que les grandes entreprises aujourd'hui ont bien conscience qu'une approche de ce type-là, où on implique les collaborateurs et où on a besoin d'avoir une stratégie basée sur les compétences pour gagner en réactivité, commence à devenir la norme. Donc, c'est plutôt positif. Il nous reste 4 minutes. Je, je pense qu'on peut peut-être passer aux questions. On illustrera les réponses avec des cas concrets si on peut le faire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à le faire. Alors, je regarde. Alors, Pierre, il y a une question peut-être qui est pour toi, où il y a Frédéric qui disait qu'on mélangeait le cas. Alors, je ne suis pas forcément. Il manque un mot, mais en fait, on comprend le propos. Parce qu'il y a un mélange, peut-être qu'on a fait un amalgame entre entretien pro et entretien individuel dans la manière d'adresser le sujet entretien comme on l'a fait. Est-ce que tu veux réagir là-dessus? Complètement. J'assume totalement cet amalgame, étant donné que, alors c'est un sondage très personnel, mais je pense que 90% des entreprises fusionnent, sans le dire, les entretiens annuels et entretiens pro, ou le font à la suite, malgré ce que prévoit la loi, juste parce que c'est le timing des entreprises et c'est leurs process RH sont restés calqués sur les moments d'entretien annuel. C'est aussi les moments où on parle de toutes les évolutions possibles, salariales, carrière, même au-delà de l'entreprise ou autre. Donc, je mets un peu tout dans le même panier pour m'adresser à un maximum d'entreprises. Maintenant, pour les entreprises qui ont les deux, en fait, la plupart, allez, les 3/4 des choses qu'on a dit marchent aussi bien pour l'entretien annuel que pour l'entretien pro, vu que derrière, on parle de ces mêmes sujets-là. Donc, c'est pour ça que je fais le raccourci, mais que je pense que je vais continuer à le faire. Parce qu'au début, quand je distinguais, on m'a quand même montré globalement que les entreprises fusionnaient encore toujours les deux, mais faisaient 2 documents séparés, 2 timings séparés pour répondre aux enjeux de la loi. Très clair. N'hésitez pas. Euh, Moi, sinon, dans les questions qu'on me pose assez souvent dès lors qu'on parle de ces sujets-là, c'est déjà qui c'est qui décide à la fin. On l'a un peu dit, mais c'est le moment de le rappeler. Il n'y a pas d'outil et le droit du travail ne l'autorise pas en France qui va décider à la place d'eux. La valeur ajoutée de l'IA, c'est qu'elle vient montrer le champ des possibles, suggérer des décisions et ensuite, en donnant les raisons pour lesquelles cette décision pourrait être pertinente. Et c'est donc une aide à la décision. Et c'est ça qui fait qu'ensuite les RH et les managers vont pouvoir prendre de meilleures décisions, toujours en rappelant aux salariés que ce sont eux qui prennent les décisions. Parce que moi, je l'ai dans mon entourage perso. Il y en a qui suivent ce que je publie comme contenu et qui me demandent, mais du coup, telle évolution de salaire, ça peut être une IA qui décide. Il y a eu un super reportage de TF1 il n'y a pas longtemps sur IBM qui a fait sa propre IA pour les augmentations de salaire, mais ils ont appelé le reportage quand l'IA décide des augmentations de salaire, ce qui est un raccourci. On voit dans le reportage que c'est pas vrai. Je vous invite à le regarder. Il dure 3 minutes, très, très intéressant. Mais il faut toujours rappeler ça, parce que nous, on le sait. Et dans un an, peut-être qu'on l'aura oublié. Mais s'il y a cette méfiance, ce ne sera pas constructif. Ce qui est le meilleur moyen pour ne pas avoir l'adhésion de toutes les parties prenantes dans ce genre de projet, c'est bien de dire que l'IA prendra la décision finale. Ça peut être le mot de la fin, Pierre, hein. Je pense que c'est effectivement, il y a beaucoup de fantasmes autour de tout ça. Le but, c'est de faire des employés augmentés et des RH augmentés.
à qui la décision finale appartient toujours. Voilà, Exactement. Et d'être sur de la prévision à court terme, ce sera plus humble et plus sage et à mon avis, on fera moins d'erreurs. exactement. Écoute, je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Je vous remercie tous d'y avoir participé. Un grand merci à toi, Pierre, de nous avoir fait bénéficier de ton regard d'expert sur ce sujet-là. Toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je ne sais pas si tu veux passer un message en particulier pour conclure. Eh ben, qu'on reste à dispo déjà s'il y a des questions qui viennent après ça, parce qu'on a abordé pas mal de sujets, dont certains Mm. complexes. Donc, si des Oui, questions vous viennent après, ou si vous voyez ce webinaire en replay, on sera quand ouais, même dispo pour y répondre. Et puis, Mathieu, on te retrouvera sûrement dans l'un de mes autres projets, qui est le MOOC IA et RH en juin, où on va continuer de parler de gestion des talents via pas mal d'angles spécifiques, avec des retours d'entreprise pour celles et ceux qui veulent continuer de avec, creuser ce sujet. avec grand plaisir, effectivement, des cas d'usage concrets, avec des vraies entreprises qui ont lancé des vrais projets sur tout ce qu'on vient de se dire. On en a beaucoup, on n'a pas eu l'occasion de les aborder aujourd'hui, mais on est forcément à votre disposition pour vous présenter tout ça et pour vous inspirer. Merci à tous, excellente journée, et puis à très bientôt. À bientôt tout le monde. Au revoir.